L'opposition va-t-elle participer au nouveau gouvernement? La réponse du CEFOP est pour l'instant un peu ambiguë. Le chef de file de l'opposition s'est prononcé sur la question au cours de sa première conférence de presse de l'année. Le CEFOP qui estime par ailleurs que le choix de Christophe Dabiré comme Premier ministre est la preuve que le MPP ne dispose pas de cadres compétents pour le poste. Et puis, manque d'infrastructures, blocage des évaluations dues à la crise entre le gouvernement et la CNSE, cotisation perçue par les APE décrite comme une arnaque. Voici les griefs de la FECIBF contre le système éducatif dont il a dressé un diagnostic peu flatteur au cours d'une conférence de presse ce 22 janvier. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue. Un peu plus de 24 heures après la nomination du nouveau Premier ministre, la nouvelle équipe gouvernementale est toujours attendue. Va-t-elle tomber dans les toutes prochaines heures? Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Mais ce qu'on sait, c'est ce que pense l'opposition du choix de Christophe Dabiré pour le CEFOP, nommé un membre du CDP, est le signe que le parti au pouvoir ne dispose pas de cadres compétents pour occuper le poste. Alfred Ithioye. La nomination de Christophe Joseph-Marie Dabiré au poste de Premier ministre, une des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État que l'opposition politique ne souhaite commenter. Elle observe cependant que le MPP et ses partis alliés manquent de cadres à même d'apporter des réponses aux préoccupations des Burkinabés. Nous, on prend acte, mais on voit également qu'il manque de cadres, il manque de compétences au niveau du MPP et ses partis satellites. Parce que jusqu'à peu le contraire, Joseph Dabiré n'avait jamais démissionné du CDP. Donc il était membre du bureau politique. Il était un vieil ami à Blaise Compaoré. Depuis 1984, il est dans le système. Il a été 2 fois ministre. N'importe qui non plus n'est pas commissaire de l'UOMOA, parce que c'est une institution sous-régionale où il a représenté donc le chef de l'État pendant plus de 10 ans. Il venait juste de prendre sa retraite en 2017. Les gens ont regardé dans le grenier, ils n'ont pas trouvé une autre personne. Ils sont obligés de rechercher encore des anciens cadres, des anciens camarades, des anciens collaborateurs de Blaise Compaoré qu'ils ont décriés. Et pour leur dire que, bon, pour montrer qu'il y a un souci et vraiment, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de leadership actuellement au sein du parti majoritaire qui a été élu en 2015. Bon, on ne fait que prendre acte et pour dire tout simplement que notre souci là, c'est que c'est difficile effectivement de faire du neuf avec du vieux. Qu'à cela ne tienne, le CEFOP espère un lendemain meilleur pour le Burkina Faso. Le pays est à la croisée des chemins. La nomination d'un nouveau chef d'état-major général des armées pourra-t-elle aider à rétablir la quiétude des populations? Le CEFOP attend de juger le général Miningou au pied du mur. L'une des questions sur lesquelles le CEFOP s'est voulu clair, c'est la montée de l'incivisme caractérisée par la représaille contre des populations dans le Salmatinga et la vindicte populaire contre des forces de défense et de sécurité dans la Comoé et le Kénédougou. L'activisme a atteint un sommet jamais égalé, nourri par l'impunité généralisée, le mauvais exemple de l'élite dirigeante et la faiblesse de l'État. Le sang n'aimait plus grand monde dans notre pays. Le Burkina Faso, jadis havre de paix, s'est transformé en destination hautement risquée. Une destination hautement risquée, voilà ce que serait devenu le Burkina Faso sous le régime Kaboré. Le CEFOP invite le chef de l'État à engager des réformes audacieuses et à asseoir un dialogue sincère. C'est tout le souhait de l'opposition politique en ce début d'année 2019. À cette première conférence de presse de l'année du CEFOP, la question de la possibilité que l'opposition intègre la nouvelle équipe gouvernementale a été posée. Je vous propose d'écouter la réponse. Nous concerne, pour le moment, on ne nous a pas consulté. Et on ne nous a pas consulté. Et si on vous consultait? Bon, ça, c'est un autre débat pour le moment. Et c'est une prérogative donc, du chef de l'État qui a nommé un Premier ministre. Et le Premier ministre, et comme vous le savez, il doit avoir également une légitimité parlementaire. Parce qu'une chose est de nommer un Premier ministre, et une autre chose aussi est qu'il soit voté au niveau du vote de confiance, au niveau du Parlement. Tout ça, ce sont des étapes. Et actuellement, nous ne faisons qu'observer. Donc, voilà, on lui souhaite tout simplement bonne chance. Voilà, on aura certainement plus de précisions sur la position du CEFOP quand la nouvelle équipe gouvernementale sera
connu, une équipe gouvernementale qui vient remplacer le commando de Paul Kabatiba. Paul Kabatiba qui s'en va après 3 ans passés à la tête du gouvernement. Qu'est-ce que les Burkinabés ont retenu de son passage à la tête du gouvernement? Je vous le disais, nous avons entendu notre micro à quelques Ouagalais que nous allons écouter maintenant. Je retiens de Paul Kabatiba, le Premier ministre sortant, un Premier ministre vraiment qui s'est voulu donner le meilleur de lui-même pour vraiment relever les défis majeurs qu'il lui présentait. Mais malheureusement, il est arrivé dans un contexte assez particulier, contexte d'insécurité, contexte d'économie morose, contexte de mouvements sociaux partout. Donc, en fait, il n'a pas pu travailler. Sinon, il a voulu donner le meilleur de lui-même. Mais bon, hélas. Je retiens de Paul Kabatiba, je sais qu'il a essayé de son mieux, mais j'allais dire que c'était trop fort pour lui. Parce que non seulement, en tout cas, lui, il ne connaissait pas les réalités même du Burkina, ça c'est le premier point. Et puis, il est arrivé à un moment où vraiment les fils et les filles du Burkina Faso devaient même se réconcilier. Donc, moi, j'aurais voulu qu'il œuvre dans ce sens-là avant, en tout cas, de poser tous les actes. Il a tellement parlé du PNDS, en réalité, bon, je ne peux pas dire qu'il n'a rien fait, mais en tout cas, si je dois le noter, en tant qu'enseignant, j'allais dire qu'il a 4 sur 10. Je pense que c'est un Premier ministre qui a fait ce qu'il a pu. C'est-à-dire qu'il est venu dans des moments très difficiles, notamment une période d'insécurité. Mais pour tout technocrate qui va venir dans ce contexte-là, vraiment les données vont changer. Il faut dire qu'il a eu le courage quand même de pouvoir faire certaines réformes qu'il a entreprises. Mais bon, l'environnement au niveau social ne l'a pas souvent facilité les choses. Mais bon, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu et le courage qu'il a eu sûrement de démissionner, c'est vraiment à saluer aussi. Bon, par rapport à l'ancien Premier ministre Paul Kabatiba, je pense qu'il a fait de son mieux. Mais quand on regarde les différents gouvernements qu'il a dirigés, on a l'impression que les hommes lui ont été opposés, quoi. Voilà, on a imposé du moins, on a imposé les hommes à ce monsieur. S'il avait fait vraiment lui-même ses propres choix, peut-être qu'il aurait dû faire mieux que ça, quoi. Voilà, Paul Kabatiba, vraiment, il a fait ce qu'il peut. Franchement, il a fait ce qu'il peut. Il pouvait faire mieux que ça. Parce que voir ce qui se passe actuellement dans le pays, vu les attaques à gauche, à droite, il ne pouvait pas faire mieux que ça. Il est mal venu, même pour ne pas dire. Juste, il vient de prendre, il a pris les rênes du Premier ministère qu'on vient de faire des attaques. Donc, c'est compliqué pour lui. Vraiment, ouais, il a fait de son mieux. On n'a qu'à le féliciter. Et puis, bon vent au prochain qui au prochain qui va prendre la reine du Premier ministère. Voilà, en attendant la formation du nouveau gouvernement et la nomination du prochain ministre en charge de l'éducation, la FESIBF dresse un diagnostic plutôt sombre du système éducatif burkinabé. Parmi les griefs, manque d'infrastructures, débrayage de la CNSE et surtout les cotisations perçues par les APE considérées comme une pure arnaque. Le point de Rémi Lambert-Nébier. Un système éducatif pris en otage par le système LMD des universités en manque d'infrastructures. Une crise qui hypothèque déjà l'année scolaire 2018-2019. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF, dresse une fois de plus un tableau non reluisant du système éducatif burkinabé. Passant du constat à l'analyse de la situation, la FESIBF s'interroge finalement sur la pertinence des réformes engagées par le gouvernement. Il conviendrait alors de se poser la question suivante: pourquoi faire toujours la même chose en espérant autre résultat? Le système éducatif burkinabé demeure celui mis en place depuis les indépendances et basé sur les théories enseignées dans le seul but de sauvegarder un système unique favorant l'oppression et l'exploitation des générations présentes et futures. Cette lecture du système éducatif burkinabé permet à la FESIBF de s'attarder sur l'une des politiques qu'elle qualifie d'arnaque en vogue dans les établissements publics et même privés, la cotisation des associations des parents d'élèves. Pour un enfant qui est au CP1, on lui demande de payer plus de 2000 francs pour s'inscrire. Et l'État fait la sourde oreille
l'oreille devant cette association-là qui continue chaque jour et chaque année à poursuivre nos camarades d'élèves, forcés à payer cette somme qui n'est pas normale. Et à la fin de l'année, on n'a pas de bilan clair de cette association. Ça, nous trouvons que c'est du vol. Nous trouvons que c'est la NARC et qui est organisée au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et nous demandons à l'État de trouver les moyens et de faire un bilan clair depuis ces années sur la NARC faite sur le dos des élèves. Le bras de fer entre la coordination nationale des syndicats de l'éducation et le gouvernement reste mise. Pour la FESIBF, cette crise commence à être longue et redoute les conséquences. On va revenir comme l'année passée, faire 2 semestres et le constat est clair. On a vu les examens de fin d'année, quels ont été les résultats. Est-ce que nous allons continuer à observer ça dans ce silence sans que l'autorité prenne à bras du corps ce problème-là et trouver une solution rapide face à ce problème? Nous ne voulons pas d'année blanche, nous le disons oui fort et nous allons défendre notre année jusqu'à ce que le nouveau gouvernement qui sera mis en place trouve une solution rapide face à ces difficultés des élèves. Être en phase avec le contexte actuel du Burkina, c'est ce que cette structure estudiantine et scolaire préconise au nouveau Premier ministre. On sait aussi qu'il a invalidé une année et on espère que cette année, il est revenu avec plein de conseils, il est revenu avec plein d'expériences comme il était commissaire à l'UEMOA. On espère aussi qu'il ne va pas revenir encore avec l'ancien système, avec le Burkina Faso qu'on avait aux années 2000, 2099. Ce n'est pas le même Burkina Faso qu'on a aujourd'hui. Nous espérons que ce nouveau Premier ministre va trouver une solution rapide face à ces difficultés que vit le pays. La FESIBF salue les innovations entreprises dans les restaurants universitaires par le Centre national des œuvres universitaires, mais invite tout de même le CNU à utiliser la plus-value de ces innovations pour améliorer ses prestations au profit des étudiants. Venons-en à présent au procès du putsch manqué de septembre 2015. À la barre, ce 22 janvier, l'un des accusés recuse les déclarations faites par les deux d'hier, dédouanant ainsi le général Gilbert Diendéré. Le résumé de l'audience avec Luc Pabelgem. Que retenir de l'audience du jour? Le présumé messager du général Gilbert Diendéré dans le putsch de septembre 2015, selon le major Badiel et selon l'adjudant Nyon Jean-Florent, refute toutes les déclarations à son encontre. Le sergent-chef Roger Kousoubé, traité d'agent double et d'émissaire du général, maintient ses déclarations du 10 juillet 2018 quand il était à la barre pour la première fois, sauf la partie où il a eu à parler de clan. Pour lui, il ne voudrait plus qu'on revienne sur cette histoire de clan parce que le général a eu à dire qu'il n'avait pas de clan, le général Djibril Bassolé. Donc lui, son grade de sergent-chef est trop petit pour qu'il contredise le général Djibril Bassolé. En dehors de cela, il maintient toutes ses déclarations. Lui, il sera arrivé au palais autour de 14 h, donc c'était après coup, le coup était déjà fait. Il se serait engouffré dans un véhicule qui partait chez le général parce qu'il voulait savoir pourquoi l'adjudant Nyon l'avait appelé, et l'adjudant a eu à lui dire dans le véhicule que c'était une énième crise. S'il avait su dans le véhicule que c'était un coup d'État, il ne serait plus retourné au palais. C'est ce qu'il a eu à dire. Il voudrait même qu'on prenne les propos du major Badiel, une partie des propos au sérieux, parce que le major a eu à dire qu'il s'est dérobé. Donc s'il s'est dérobé, il n'a rien fait. Il voudrait que le président la quitte, comme dans les autres dossiers où on a eu à l'acquitter, parce que quand il était en fuite en Côte d'Ivoire, il est revenu trouver qu'il était chargé, il avait 4 mandats d'arrêt à son encontre et on a eu à le décharger sur 3 mandats. Il ne restait que celui du procès du putsch et il pense également qu'ils vont l'acquitter parce qu'il n'a rien fait, il serait blanchi. Évidemment, ce n'est pas de l'avis des avocats des partis civils qui trouvent ces propos incohérents. Pour eux, le sergent-chef Kousoubé Roger a participé, même s'il ne veut pas parler à la barre. Il avait eu à dire qu'il avait des déclarations à faire, malgré les garanties qu'on avait prises pour lui. Il n'a pas eu à dire grand-chose. Donc, il note des incohérences dans ses propos. Il ne veut pas parler, c'est son droit, mais cela ne le dédouane pas. Il serait bel et bien impliqué dans ce coup. En tout cas, quant aux avocats du sergent-chef Kousoubé, eux trouvent qu'il est cohérent, qu'il dit que la vérité, il n'a pas fait quelque chose. Et d'ailleurs, dans tout cela, on n'a pas encore pu lui coller des actes concrets. Il a eu à appeler des gens, mais c'est sur ordre de l'adjudant Nyon Jean-Florent. Concrètement, il n'aurait rien fait. Pour l'interrogatoire complémentaire des 5 accusés, il ne reste plus que Zerbo Laoko Mohamed et Dassami.
Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a un nouveau directeur général. Ce dernier était face à la presse ce matin, une opération destinée à insister sur les défis majeurs à relever par le FPDCT. John William Somda. Opération de charme que celle menée par le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Après 10 ans d'existence et une centaine de milliards de nos francs mobilisés injectés dans le développement des collectivités territoriales, le Fonds, qui vient également de connaître un nouveau directeur général, avait rendez-vous ce 22 janvier avec la presse pour une séance d'échange. De faire connaître le Fonds permanent aux femmes et aux hommes de la presse, des médias et du monde de la communication, mais également aux différentes composantes de la société burkinabé. Car la mission du Fonds permanent, c'est de mobiliser des ressources pour appuyer les collectivités territoriales dans leur effort de développement. Et quand on travaille pour le développement des collectivités territoriales, on travaille pour toutes les composantes de la nation, on travaille pour chaque burkinabé, qui qu'il soit et où qu'il se trouve. Depuis 2008, le Fonds accompagne les collectivités territoriales dans le développement de leurs infrastructures. Hôpitaux, écoles, routes, de nombreux chantiers réalisés et qui font naturellement la satisfaction du Fonds. Toutefois, si le satisfecit est palpable, le Fonds fait face à certains défis. À ce jour, le Fonds permanent qui a pour mission initiale d'appuyer financièrement et techniquement les collectivités territoriales, fait seulement fonctionner un pan de sa mission. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est juste l'appui financier que le Fonds pratique. Un pan sur 4, soit 25% de ce qui devrait être fait. Autrement dit, le chantier pour aboutir à un fonds plus efficace est long, mais pas impossible à achever, pour peu que les 3 pans restants soient prochainement effectifs dans leur fonctionnement. Nous devons de rendre opérationnel très bientôt l'appui technique, mais également d'activer un certain nombre de guichets. Parce que actuellement, c'est juste le guichet fonds fongible pour les subventions qui est opérationnel, mais également les guichets spécifiques. Alors qu'il y a 3 autres guichets que nous devons activer, à savoir le guichet appui technique, le guichet pour les prêts et garanties, mais également le guichet pour le transfert des ressources aux collectivités territoriales. Après avoir tourné avec un financement de la part de l'État qualifié de linéaire, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales espère plus d'attention de la part du gouvernement, d'autant plus qu'il se positionne de plus en plus comme un outil indispensable dans la course pour le développement. Le trading, voici un secteur moins en vogue en Afrique, contrairement aux autres continents. Et pourtant, il rapporte gros. En 2016, des Burkinabés décident de tenter l'expérience en mettant en place une société. 3 ans après, comment s'est passée l'aventure? Élément de réponse avec Abdourazak Traoré. Devenir millionnaire en un jour, oui, c'est possible pour peu que l'intéressé maîtrise plus ou moins le système de marché boursier. Aux États-Unis ou en Europe, le trading rapporte gros pour ceux qui s'y intéressent. Mais les Africains, eux, sont toujours à la traîne, constatent les spécialistes du domaine. C'est maintenant que nous parlons effectivement de trading. C'est une activité qui existe c'est un marché qui existe depuis le XVIIIe siècle et c'est encore l'Afrique qui est en retard et surtout l'Afrique francophone. Pourquoi? Parce que c'est fait à dessein par le colonisateur. Donc, qui, on sait aujourd'hui, ne participe pas intensement sur ce marché. Pourtant, c'est indéniable, le salut du Burkina Faso, voire de l'Afrique, pourrait venir du trading, se convaincre les rares professionnels burkinabés qui exercent dans le domaine. Absolument. Absolument. Je ne dirais peut-être pas que tout le monde va emboîter, tout le monde va devenir contrôleur professionnel. Mais au regard déjà du potentiel de ce marché, je pense que rien que pour l'aspect création d'emplois et de richesses, on peut effectivement faire en sorte qu'une bonne partie de la jeunesse africaine puisse effectivement apporter sa contribution à ce niveau. Donc on peut espérer, on peut même prédire que notre salut, une bonne partie de notre salut pourrait venir de là. En 2016, quand Souleymane Diallo et ses collaborateurs portaient sur les fonds baptismaux leur société de trading, les plus sceptiques avaient annoncé l'échec du projet. Près de 3 ans après, c'est plus qu'une réussite pour leur équipe qui a formé et continue de former plusieurs Burkinabés dans ce domaine des finances. Les résultats sont là, un concours a même été organisé. Les meilleurs sont récompensés avec ces chèques, ces engins à 2 roues, des téléphones Android et des tablettes. Les lauréats sont bien sûr motivés par des aspects
pécunier. La potentialité, ce n'est rien d'autre que les 6 000 milliards de dollars qui coulent dans cette bourse-là. Donc, et le trader qui est averti peut aller, grâce à ces stratégies, trader et gagner de l'argent. Et c'est juste ces lots que nous venons de remettre. Et en même temps, inviter la jeunesse, toute la jeunesse africaine, bien entendu, à participer au prochain concours pour qu'ensemble, nous puissions effectivement participer à la construction de cette belle nation, tout simplement. L'organisation de ce concours de professionnels de trading marque la consécration de la société Globimi. En perspective, elle prévoit la création d'un centre professionnel de trading et de formation au grand bonheur des Burkinabés. Réunis au sein du club des amis journalistes, des hommes et des femmes de la presse se sont rendus à Djibo pour apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité de la ville en proie aux attaques terroristes. Madina Sino. Le temps d'une matinée, les journalistes ont abandonné micro, caméra, dictaphone, bref, leur outil de travail pour se rendre à Djibo, cette ville du Soum, cible de multiples attaques terroristes, non pas pour des reportages, mais plutôt pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans leurs tâches. À ce titre, ils ont visité la brigade territoriale de gendarmerie et la direction provinciale de la police nationale du Soum. Nous avons donc décidé de venir à Djibo pour apporter et témoigner notre soutien au FDS. Parce que nous ne sommes pas insensibles. Voilà, souvent quand on a l'information, on donne l'information à la radio, à la télé, souvent d'autres pensent qu'ils ne sont pas sensibles à la chose. Non, nous sommes sensibles à la chose. C'est pourquoi nous sommes venus à Djibo. Nous ne sommes pas restés à Ouaga pour faire une conférence de presse ou autre. Nous sommes venus au cœur même de la ville, où on peut dire l'épicentre même du terrorisme, voilà, pour apporter notre soutien à ceux-là qui sont en première ligne pour lutter justement contre ce phénomène-là. Donc nous sommes là, non seulement pour témoigner au FDS, mais également à toute la population, également que nous sommes derrière elle. L'initiative du Club des amis journalistes ne se limitera pas qu'au FDS. Un soutien moral destiné aux familles des victimes est déjà en vue. Disons qu'il y a une autre journée que nous prévoyons de soutien, cette fois-ci aux familles de ceux-là qui sont tombés au front. Et cela certainement prévu dans le mois de mars. Nous avons décidé de tenir nos activités dans les différentes dates clés où les attaques se sont déroulées et qui ont vraiment marqué le pays. Le 15 janvier, c'était le cœur de Ouaga qui a été frappé. Le 2 mars, là, c'était, on peut dire, un symbole fort de l'armée qui a été frappé, à savoir donc l'état-major général des armées. Donc nous prévoyons notre activité cette fois-ci pour soutenir les familles de ceux-là qui sont tombés au front, pour leur faire comprendre que leur être cher n'est pas tombé dans l'oubli. Ils sont toujours gravés dans nos cœurs. Le Club des amis journalistes existe depuis 2015. Il est apolitique et œuvre pour l'épanouissement des journalistes. Il a pour domaine d'intervention la solidarité et l'intégration. Elle s'appelle Éléonore Yaméogo, elle est réalisatrice burkinabé. Son deuxième film vient de sortir, c'est un film en documentaire qui est intitulé Le cimetière des éléphants. Il a été projeté en France. Le cimetière des éléphants revient notamment sur l'histoire de l'évangélisation de l'Afrique par des missionnaires occidentaux. Drissa Dao, notre collaborateur en France. Le cimetière des éléphants est un film documentaire réalisé par Éléonore Yaméogo. Pour ce deuxième long métrage, après Paris mon paradis, la réalisatrice a réussi une œuvre pleine d'émotions qui retrace le contexte historique des missionnaires pères blancs en Afrique. Le cimetière des éléphants, c'est un film assez personnel, un film au moment de ma vie où je me pose des questions sur la foi qui nous a été importée par les missionnaires pères blancs en Afrique. Donc c'était pour moi l'occasion dans ce film de comprendre pourquoi aujourd'hui l'Afrique est plus christianisée que l'Occident. Durant les 4 ans de réalisation de ce film, Éléonore Yaméogo est allée à la rencontre de ces missionnaires encore en vie dans leur maison de retraite
pour comprendre le sens de leur mission en Afrique. Je crois que ce film a permis aux missionnaires de délivrer leur mémoire longtemps retenue, leurs paroles longtemps retenues. Mais aujourd'hui, avec cette grande première, j'ai vu que les Africains aussi ont livré la parole longtemps retenue. C'est comme si tous les deux clans attendaient ce film en fait. Les missionnaires de l'autre côté et les Africains de l'autre côté aussi. Ils attendaient de pouvoir s'exprimer sur cette question d'évangélisation, sur les questions de la colonisation, de l'indépendance. Cette histoire commune qui nous lie, l'Occident et l'Afrique. C'est vrai que d'énormes difficultés ont été enregistrées pour la réalisation de ce film, mais la réalisatrice se dit très satisfaite des soutiens multiformes dont elle a bénéficié tout au long du tournage. Pour la réalisation de ce film, j'ai été soutenue par la France, la région Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, dans le Burkina Faso à travers le ministère de la Culture qui a soutenu le projet, le ministère de la Côte d'Ivoire qui a soutenu le projet. Donc je pense que ça prouve l'authenticité du sujet et l'importance de ce sujet pour l'Afrique et aussi pour la France. Beaucoup apprécié par les cinéphiles, le cimetière des éléphants laisse au champ libre à des questionnements et à des réponses sur l'histoire de l'Afrique. J'ai été agréablement surpris. Au départ, j'avais un peu peur que ce soit un film à la gloire des missionnaires, etc. Et j'ai vu qu'en fait, la réalisatrice se pose plein de questions et nous en pose aussi du coup. Ce qui fait que ce film reste passionnant de bout en bout. On ne sait jamais trop où elle va, dans quel sens ça va aller. Mais dès qu'il y a une parole, il y a quelqu'un d'autre qui va apporter un contrepoint, que ce soit un historien ou autre. Il reste passionnant de bout en bout. J'ai trouvé ce film très intimiste déjà, abordant d'une question assez sensible et à la fois pleine de sens. Je pense que c'est un film universel parce que parlant avec ses pères qui ont tout donné à l'Afrique, qui sont revenus, aller les voir, écouter leur histoire, revivre leur moment avec eux et retourner sur le lieu, il n'y a rien de tel. C'est un super film. J'ai trouvé ce film magnifique. Ça a été la rencontre de l'histoire, d'une histoire religieuse, culturelle et d'évangélisation, bien sûr. Et pour moi, ça a été aussi une découverte déjà des Pères Blancs, de la mission de l'Afrique et une découverte même de l'Afrique et de son histoire. Pour Eleonore Yamiogo, il est important pour elle de montrer ce film en Afrique et au FESPACO afin d'apporter des réponses à certains Africains qui épousent aujourd'hui le christianisme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour une autre session d'information. Merci de votre fidélité renouvelée.